La mère avait de nombreux talents, et l'un d'eux était celui d'une artiste. La mère naît en 1878 à Paris, peu de temps avant la construction de la Tour Eiffel. Durant ce qu'on a appelé, par la suite, la Belle Époque. Paris était alors le centre culturel et politique du monde. Un foyer d'innovation, où apparaissent, entre autres, les premières voitures et l'éclairage électrique dans les rues. Pendant sa jeunesse, 3 expositions universelles se tiennent à Paris, ainsi que les 2e Jeux olympiques. Des événements qui influenceront en partie sa vision d'Auroville. L'opéra est le nouveau centre d'attraction, au cœur d'un quartier entièrement redessiné par le baron Haussmann. Vitrine de la culture et de la prospérité grandissante de la France, ce quartier devient le centre du commerce et de la finance de la capitale. Les vieilles maisons et les petites rues étroites sont détruites, laissant place à de larges boulevards et à des constructions modernes en pierre de taille. La mer naît dans ce quartier, juste derrière l'opéra, dans une rue comme celle-ci, et dans un immeuble de ce style, au 41 boulevard Haussmann. De beaux hôtels particuliers se construisent, comme celui de sa famille par alliance, côté paternel, la famille Camondo. La mère commence des études artistiques avec des leçons particulières à domicile à l'âge de 8 ans. À 14 ans, une de ses œuvres est exposée à l'Exposition internationale d'art noir et blanc. Et elle commence alors à donner des leçons de peinture aux enfants. C'est une époque de changement, où le monde artistique évolue d'un style classique vers un nouvel esprit et une technique révolutionnaire appelée impressionnisme. Ici, on voit Toulouse-Lautrec, peignante avec ce nouveau style dans le grenier qu'il occupe, à Montmartre. L'École nationale des beaux-arts n'acceptait pas les femmes. Mais une nouvelle école, l'Académie Julian, elle, les acceptait. Une école où des peintres célèbres tels que Matisse, Bonnard, Marcel Duchamp, Fernand Léger et Khalil Gibran étudièrent. Il y avait cependant des classes distinctes pour les femmes. La mère est acceptée à l'Académie Julian à 15 ans. Nous la voyons sur cette photo à l'extrême droite, au 2e rang. À l'Académie Julian, elle est d'abord formée au style classique. Ce tableau et les suivants datent de la dernière décennie du XIXe siècle et de la première du XXe. Les thèmes courants étaient des intérieurs, des portraits. Nous y voyons sa signature, Mira Alfassa, et également des natures mortes. Elle gagne une compétition pour sa technique de travail au pinceau avec celle-ci. Elle peint aussi les résidences de célébrités qu'elle connaissait, des peintres et des musiciens. Les portraits étaient la seule façon de conserver l'image de quelqu'un à cette époque où la généralisation de la photographie n'avait pas encore eu lieu. Voici sa grand-mère maternelle, Mira Ismaloum. Ce portrait, peint sur un petit morceau d'ivoire, est celui de son amie, Madame Valentine, qui mourut jeune en couches
Plus tard, à l'ashram, la mère l'a reconnue, réincarnée en Maggie Litchi. C'est à travers les relations de sa grand-mère qu'elle fait plus ample connaissance avec Henri Morisset, un collègue artiste de l'Académie Julian. Ils se marient en 1897. Elle a alors 19 ans. Ils peignent cette fresque ensemble en 1898 pour l'église de Saint-Jacques dans la ville de Pau. La mère a peint le bas de cette fresque. Ils s'installent dans le quartier de la place Clichy, à Paris, à quelques minutes au nord de l'Opéra. À droite, au coin de la rue et derrière l'arbre, se trouve le célèbre café Wepler, qui existe toujours, peint par Henri Morisset. La femme sur le tableau n'est pas la mère. À l'époque, une jeune femme de bonne famille ne serait jamais attablée seule dans un café. Ils habitent dans une rue semblable à celle-ci, au 15 rue Le Mercier. Il s'y trouve un grand jardin à l'arrière, dans lequel Henri établit son atelier, pourvu d'une passerelle menant directement à leur appartement au premier étage de l'immeuble. Ils ont un fils, André, peint ici à l'huile par sa mère. À quelques rues de là se trouve la Villa des Arts, une enclave où vivent et travaillent des artistes tels que Cézanne et Renoir. Quelques rues plus loin encore se trouve le Moulin Rouge, à jamais associé avec Montmartre, au sommet de la butte. À cette époque, Montmartre était un petit village populaire aux abords immédiats de Paris. C'était le centre de la nouvelle vague impressionniste et de ses peintres sans le sou. La mère, elle aussi, prend pleine part à cette nouvelle vague de créativité, où les détails précis cèdent le pas aux impressions et à l'utilisation de la lumière. La mère raconte qu'elle a eu une expérience d'unicité dans ce jardin en Normandie. Cette approche était si évidemment différente du mode classique qui avait dominé jusque-là. La mère développe également son talent dans ce nouveau style impressionniste. Une autre mouvance de cette époque est l'intérêt croissant pour l'Orient. En témoigne le nouveau musée construit par Émile Guimet dédié aux arts d'Asie, alors que paraissent les premières traductions en français des grands textes bouddhiques et hindous. La mère réalise des œuvres inspirées par cette nouvelle influence. Elle avait lu le Raja Yoga de Vivekananda et, en 1900, à l'âge de 22 ans, elle rencontre un théosophe indien en visite à Paris qui l'encourage à lire la Bhagavad Gita. Elle est aussi influencée par les œuvres bouddhiques comme le Dhammapada, qu'elle commentera en détail plus tard à l'ashram. Grâce à son frère, Matteo, elle fait la connaissance de l'occultiste Max Théon et s'implique dans son mouvement cosmique. Par la suite, elle dirige un groupe d'études nommé Idée et contribue au journal La Revue Cosmique. En 1906 et 1907, elle se rend à Tlemcen en Algérie
pour travailler avec Théon et sa femme, Alma. Ces nouveaux centres d'intérêt amènent alors des changements importants dans sa vie. Sa rencontre et son remariage avec le politicien français Paul Richard, représenté sur cette image. Richard était déjà allé en Inde et il avait rencontré Sri Aurobindo en 1910. La mère accompagne Richard à Pondichéry et rencontre à son tour Sri Aurobindo en mars 1914. Ce portrait à l'encre de Richard, ainsi que le texte qui l'accompagne, figurent dans le livre des visiteurs du temple d'Ayunji. En haut, à droite, sous Om, et en descendant verticalement, le nom de Dieu est écrit en hébreu, en arabe et en japonais. La note de Paul Richard en français, « Tous sont un, car tout est l'unique », est suivie par un texte japonais qui énonce la même idée. Le caractère en bas, à gauche, sous Paul Richard, est la signature Mira. Après un séjour d'1 an à Pondichéry, Mira et Paul Richard séjournent 4 ans au Japon, du fait de la guerre de 14-18, et y demeurent jusqu'à leur retour à Pondichéry en 1920. Ceci est un tableau peint en 1918 qui représente la femme du nationaliste japonais Okawa, qui était un grand admirateur de Sri Aurobindo. Nous y voyons sa nouvelle signature d'artiste sous forme d'estampille. La mère continue de peindre, s'exerçant aux thèmes classiques du Japon, au style traditionnel, y compris à la calligraphie japonaise. Sa grande amie est Madame Nobuko Kobayashi, représentée ici, préparant un remède traditionnel. Cette amitié durera toute leur vie, et Madame Kobayashi se rendra à l'ashram en 1959. La mère rencontre et peint des personnages de renom. Ici, le poète Hirasawa Tetsuo, qui vint aussi la voir à Pondichéry en 1924. La fille du Premier ministre chinois et Rabindranath Tagore, qu'elle rencontre à 2 reprises au Japon, en 1916 et en 1919. Voici son autoportrait, datant de cette époque, dans sa fameuse robe noire. On peut y voir sa signature d'alors, inspirée par le style japonais. Nous la voyons ici en 1918 avec son amie Dorothy Hodgson, qui l'accompagnera de Londres au Japon et en 1920 à Pondichéry. À l'ashram, elle est connue sous le nom de Datta. Elle est présente le 24 novembre 1926, le jour de la Siddhi de Sri Aurobindo. La mère fait bien sûr un portrait de Sri Aurobindo. Celui-ci date de 1935. Durant les années 30 et 40, elle peint les premiers disciples. Ici, Pavitra et Nolini. Ici, c'est Barin Kumar Ghose, frère de Sri Aurobindo, peint en 1920. Elle utilise toujours la signature qu'elle avait adoptée au Japon. Nolini Kantagupta se joint à Sri Aurobindo en tant que nationaliste à l'âge de 17 ans et devient un sadhak par la suite. Voici Pavitra, disciple français. Toujours austère,
après ces années passées dans une lamasserie en Mongolie. Ce portrait date de 1930 et fait voir la nouvelle signature de Mère, celle que nous connaissons si bien. L'un des premiers disciples tamouls est l'avocat de renom, Doraiswamy. Et ici, Ali Hayderi, membre d'une famille princière musulmane de Hyderabad, dont toute la famille rejoint l'ashram. Voici Champaklal, qui servit Sri Aurobindo et la mère si fidèlement pendant des décennies. Ambu, le professeur de Hatha Yoga des ashramites et de bon nombre d'Aurovilliens des débuts. Voici Vasudha, que la mère appelait « mon petit sourire », et beaucoup d'autres qu'elle a dessinés. Chandulal, Purushottam, Anil Baran Roy. Son acuité et son talent lui permettent de capter une humeur, des expressions, des personnalités. Ici, Alice, la femme française d'Ali Hayderi. Son coup de crayon saisit les sensibilités, les regards, le charme et la joie. Elle dessine des animaux. Nous savons combien elle appréciait la réceptivité des chats. Elle révèle leurs individualités et leurs sensibilités intérieures. Il semble que Sri Aurobindo permettait à ce chien d'entrer dans sa chambre quand il en avait envie. Nous connaissons tous son amour des fleurs et leurs messages subtils. Son travail nous fournit également une rétrospective d'elle-même. 1934, 1935, 1947, 1948, 1948 et 1948. Elle utilise l'art comme un moyen pour représenter le chemin spirituel. Elle a fait ce dessin pour la mise en scène à l'ashram de sa pièce « Ascension vers la vérité » au cours de l'année charnière de 1956. Elle reproduit des expériences et des réalités intérieures. Cette peinture s'appelle « Une apparition ». Voici la conscience divine émergeant de l'inconscient, peinte dans les années 20, utilisant l'image de Sri Aurobindo. Elle peint Kuan Yin, déesse de la miséricorde, pour la couverture d'un livre en bengali de Nolini. Ce dessin a été fait pour un enfant. Il représente le chemin en droite ligne du yoga qui coupe court à travers les détours du parcours naturel. L'homme est en bas et le divin au sommet. Voici une illustration personnelle qu'elle fit pour Champaklal. Nous y voyons le cerveau de Champaklal et son système de chakras, avec une quantité de vibrations et de champs énergétiques. La mère est aussi un guide pour les artistes de l'ashram. Voici une peinture de Pramod Kumar, que la mère appela « annonciateur du monde supramental ». Il la réalise dans la nuit du 29 février 1956, alors qu'il séjourne à Golconde. Celle-ci, la victoire du supramental par Krishnalal et son Purusha doré, commenté par Sri Aurobindo.
Champaklal a ouvert la voie au marbling, qui est devenu un style distinctif de l'ashram. La mère appelle celle-ci, faite par Champaklal, combat d'une volonté lumineuse. Les portes dorées, peint par l'ashramite Priti Ghosh, une peintre respectée à travers toute l'Inde. Priti peint ce tableau en s'inspirant du poème de Sri Aurobindo « Sur les eaux d'un infini sans nom, mon esquif est lancé. Une main invisible contrôle la barre. » La mère conseille Hutta dans son travail. Voici deux des illustrations de Hutta pour des poèmes de Sri Aurobindo. En plus de ces fameuses illustrations de Savitri. C'est Hutta qui a peint cette image symbolique appelée « Esprit d'Auroville ». La beauté fait partie de l'esprit d'Auroville. Comme Sri Aurobindo l'a écrit, la beauté est la trace de ses pas qui nous montre où il est passé.